Mais où est-ce que vous allez comme ça? Vous savez pas où vous êtes? Eh ben, c'est pas compliqué, regardez le panneau là. C'est marqué. Vous êtes ici, dans une ville où les panneaux de signalisation indiquent tout droit vers nulle part, alors que vous êtes déjà à destination. Arrêtez-vous 2 secondes, je vous explique. Cet endroit s'appelle l'Absurdie, et il est peuplé exclusivement de stupides, avec un grand S. Lorsqu'il s'agit d'une vocation, c'est pas un simple état d'esprit passager, non. Mais que diable faites-vous dans ce lieu dont vous ignoriez totalement l'existence? Et comment est-ce que vous y êtes arrivé? Parce qu'on n'arrive jamais en Absurdie. C'est un état d'esprit en évolution constante, une façon de vivre en flux tendu. On le vit à l'insu de son plein gré, avec ou sans sel. Et parfois ça peut être douloureux, selon Richard Virenque. Mais est-ce que vous l'aviez seulement remarqué? En Absurdie, la stupidité est un art. Être stupide, c'est pas seulement oublier son mot de passe 3 fois d'affilée, ou de croire que le rouge et le noir c'est un livre de coloriage, non. Ici, la stupidité est érigée en doctrine, un mode de vie, une idéologie, une culture ancestrale qui progresse au fil des siècles, des populations et des échanges. C'est un patrimoine immatériel de la vacuité intellectuelle. Ça rime d'ailleurs avec BHL. Même le président d'Absurdie, il a été élu avec 128% des voix. Sa devise, si c'est absurde, c'est forcément logique. C'est la 5e fois qu'il remporte les élections, alors même qu'il ne s'est jamais présenté et n'est même pas citoyen du pays. C'est ça l'absurdie. Vous cherchez toujours votre route? Ouvrez les yeux, vous y êtes. L'absurdité de l'existence y est traitée avec un sérieux consternant. Le Conseil des stupides, c'est l'équivalent du Conseil des ministres, a récemment instauré une loi interdisant aux citoyens de penser plus de 20 minutes par jour, sous peine d'être enfermés dans une pièce tapissée de miroirs. Et pourquoi? Parce que seuls les miroirs peuvent réfléchir. C'est factuellement absurde, mais c'est tellement vrai. Du moins en Absurdie. Encore que, à bien y réfléchir, les miroirs ne devraient peut-être pas être autorisés à réfléchir les reflets de ceux qui projettent l'image de ce qu'ils ne sont pas. Et ça mérite qu'on y réfléchisse un instant. Mais c'est pas le sujet. Est-ce que vous saviez que les habitants de l'Absurdie adorent les paradoxes? Ces pièges intellectuels qui transforment une logique simple en un labyrinthe sans issue. Ils affirment haut et fort, l'absurdité n'a rien d'absurde, c'est la stupidité qui est absurde dans sa propre absurdité. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Comprendre, c'est suspect. C'est un pas vers la rationalité. C'est ennemi juré de tout bon stupide qui se respecte. Ce qu'il faut savoir aussi, surtout en Absurdie, il est formellement interdit de marcher sur les trottoirs, sauf si on porte des claquettes chaussettes dépareillées taille 44. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une explication qui fait office à la fois d'argument, de conclusion et d'alibi en béton armé, mais complètement éclaté au sol. Et c'est ça le cœur de l'absurdité. L'absence de raison devient une raison en soi. La stupidité dans toute sa magnificence prend le relais là où la logique s'effondre. Et je sais, vous êtes choqués, mais je suis pour rien. Mais c'est pas sans rappeler une règle instaurée durant la distribution des carottes covidesques en bougeonnerie occupée. Il était interdit de manger debout dans les lieux publics. Pourquoi? Encore une fois, parce que le pan vide, un croisement entre un pangolin et un virus, risquait de manger notre nourriture, de prendre de l'embonpoint et devenu obèse, ce gros porc nous empêcherait de circuler dans le pays. C'est QFD selon Castex. Ouais, c'est ça la France. D'ailleurs, Castex et Olivier Véreux, le variant du mensonge, ils nous avaient expliqué que CQFD ça voulait dire connard, cocu, je te fais les fouilles et te dépouille. Certains ont fait remarquer que cocu ça s'écrit avec un C. Mais l'exécutif a aussitôt précisé que non, c'est avec un Q. Parce qu'on l'a aussi dans le HUC, une lettre qui compte double donc. CQFD. Circulez les moujons, il n'y a plus rien à voir, on baisse les rideaux, on coupe le courant, on éteint la lumière, on met la corde autour du cou, on respire un bon coup, off. Mais quittons l'absurdie, la moujonnerie, et revenons à nos moutons. Et là, vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est qu'être stupide? C'est pas très compliqué, c'est vouloir connaître le vainqueur d'un match de foot conclu sur un score de parité. Alors pourquoi nous autres, et vous en particulier, étrangers à l'absurdie, passons-nous tant de temps à tenter de comprendre l'incompréhensible, à essayer d'analyser ce qui ne mérite même pas d'être évoqué? Peut-être parce qu'au fond la stupidité a quelque chose de rassurant. Elle est familière comme une vieille chanson qu'on déteste, mais qu'on connaît par cœur. Et si l'absurdie avait une jumelle maléfique dans un multivers parallèle, ce serait probablement le monde du film Idiocratie, ça vous parle ça? Un chef-d'œuvre d'anticipation dystopique déguisé en comédie potache qui nous propulse dans un avenir où la stupidité a évolué plus vite que les technologies. Résultat des courses, un monde de teubés où la pensée critique a été remplacée par des slogans publicitaires et où les experts en agriculture arrosent les champs non pas avec de l'eau, mais avec du Gatorade, parce que ça contient des électrolytes. Là où les citoyens absurdiens avalent des salades politiques rectales comme passe-temps national, ceux d'idiocratie eux préfèrent les absurdités mais avec un supplément je m'en bats la race. Chez eux, la stupidité n'est plus un choix. Elle est génétique, culturelle et institutionnelle. L'intelligence, elle, est devenue une anomalie. Le héros du film, Joe, un monsieur tout le monde avec une tête d'expert comptable cocu, il se réveille un matin dans un monde où il est miraculeusement l'homme le plus intelligent de la Terre. Mais l'intelligence, dans un tel contexte, ça devient un handicap. Personne ne le comprend. Pourquoi? Parce qu'il parle une langue trop élaborée. Autrement dit, des phrases de plus de 5 mots. En absurdie, il faut avouer que c'est encore mieux. Si vous avez le malheur de seulement vous exprimer, même avec des phrases de moins de 5 mots, vous serez immédiatement taxé d'antisémitisme couscous. La question reste en suspens. Sera-t-il royal ou non? Le parallèle est frappant, n'est-ce pas? Comme l'assassin Bertrand Cantat. Dans Idiocratie, comme en Absurdie, les décisions absurdes deviennent la norme. Dans l'un, c'est le président Camacho, un bodybuilder à mitrailleuse et grand poète du que dalle, qui dirige le pays. Dans l'autre, c'est un président qui proclame
Pourquoi résoudre des problèmes quand on peut en créer de nouveaux? Ça occupe grave sa mère. Les deux systèmes fonctionnent à leur manière. Mal, mais avec enthousiasme et taxation. Toujours. Ne partez pas tout de suite, cher ami. Vous êtes toujours en absurdie. Et quelles sont les solutions qu'ils trouvent à leurs problèmes? Dans Idiocratie, la réponse à une famine imminente est de remplacer le Gatorade par de l'eau. Mais seulement après s'être disputé sur la signification du mot toilette. En absurdie, par contre, c'est organiser un débat national sur une règle qu'on appliquera à la non-application d'une applique murale de taille 49.3 dans ta gueule, surtout si elle porte le voile dans l'espace public. Résultat, on fait un chèque de 36 milliards à l'Ukraine et le président insulte les comptes citoyens en affirmant qu'il a très envie de les emmerder. Ce qui rend Idiocratie si troublant, c'est que son absurdité est terriblement plausible. Eh oui, on rit mais d'un rire nerveux, parce qu'on sait que vous et moi, certains éléments du film nous guettent les discours vides, les discussions absurdes, l'obsession pour le futile au détriment du vital. Ce n'est pas un scénario de fiction, même si vous le croyez. C'est une parabole sur la direction que nous pourrions prendre si nous oublions d'utiliser notre cerveau pour autre chose que scroller sans fin sur TikTok, regarder Miss Trans et appeler 3636 pour savoir si votre père c'est pas aussi votre oncle, au prix d'un appel local surtaxé par une taxe déjà taxée évidemment. Mais ça il faut pas le dire, chut, c'est pas cachère. Oui, vous êtes toujours ici, en absurdie. Alors pour ce qui concerne Idiocratie, elle a une excuse, l'histoire est fictive. Tandis que l'absurdie, en revanche, c'est un avertissement. La stupidité n'a pas besoin de la force pour s'imposer, elle se suffit elle-même. Et vous me demandez où est-ce qu'elle prolifère? Dans les zones grises de la paresse intellectuelle, là où le parce que remplace l'argument et où les Gatorade et autres boissons de la pensée inondent les champs fertiles de notre imagination en la noyant. Spéciale dédicace donc à Cyril Hnouna, Pascal Pro et la petite tepu Olivier Truchot, salope staccanoviste de la soumission yahaviste volontaire. Bougez pas, vous êtes toujours ici, je vous explique. Et si je vous disais que l'absurdie n'est pas une utopie lointaine, ni un délire dystopique? Non, mon cher ami foutu, l'absurdie c'est ici. Et donc vous êtes ici. Pas besoin de passeport pour y entrer. Un canapé, une télécommande et hop, vous voilà citoyen à part entière de la République télé des villes. Eh oui, vous l'aviez deviné. Ça s'appelle la France. Pas la France des Lumières, encore moins celle des Révolutions, mais celle du XXIe siècle. Où l'absurde a élu domicile et se pavane fièrement sponsorisé par la télé-débilivision et le fast-food intellectuel. Et à ceux qui pensaient qu'Idiocratie était un film, et je sais que vous pensiez vous aussi que c'était un film, désolé de casser l'ambiance, c'était un reportage en avance sur son temps. Dans le rôle du messie de la médiocrité, notre cher Cyril Hanouna, maître des débats inutiles et des polémiques à deux shekels. Dans son émission, les invités rivalisent de stupidité avec des sujets d'une profondeur abyssale comme faut-il encore avoir des profs à l'école ou bien comment ça se passe. Pendant ce temps, sur les chaînes d'infos en continu, CNews et BFM balancent leur même salade rance. Les musulmans sont partout, ils complotent. Israël, c'est parfait, fermez vos putains de gueules. Les Français ne payent pas assez d'impôts, soyons honnêtes, il faut les dépouiller. Le principe est simple. Même vous allez comprendre. Occupez votre cerveau avec du vide. Faire en sorte que vous soyez trop occupé à haïr votre voisin pour remarquer que votre salaire est parti dans les taxes que même les Suisses trouvent réellement abusées. C'est pour dire, Macron peut tranquillement vendre la France à la découpe, tripler le prix de l'électricité ou balancer un qu'ils viennent me chercher. Les moujons, eux, hochent la tête en regardant Danse avec les stars. Marié au premier regard, ferme ta gueule, t'es un cafard. Demain nous appartient, un si grand soleil nous appartiendra peut-être demain. N'oubliez pas les paroles, n'oubliez pas de payer 7 à 8, 8 à 8, 0 plus 0 égale la tête à Toto, etc. et autres balivernes télévisuelles. Pendant ce temps, notre cher Bruno Le Maire, le génie des finances publiques, peut expliquer que l'inflation est sous contrôle, dilatée comme jamais, attention, en symbiose avec l'effondrement de l'économie russe qui n'a pas eu lieu. Pendant que vous payez votre baguette à prix d'or. L'or qui a d'ailleurs explosé en plein vol, atteignant l'indécence monétaire à des prix autour de 80 000 euros le kilo. Et pendant ce temps, les Français descendent dans la rue pour manifester contre la longueur des jupes à l'école, du burkini, mais jamais au grand jamais pour arrêter de se faire plumer en silence. Il ne manquerait plus que ça. Décidément, vous êtes bien ici, cher ami, en absurdie. Et si vous avez le malheur d'ouvrir votre fenêtre, qu'est-ce que vous remarquez? Que vous êtes pile poil sous les sunlights du réchauffement climatique, car la carotte se raconte en musique évidemment, et la télévision vous dit que vous avez toute votre vie pour l'accepter. On vous explique que vous allez griller comme des nuggets au soleil si vous ne triez pas vos déchets et si vous continuez à prendre des douches chaudes, bande d'inconscients que vous êtes. Pendant ce temps-là, Total et EDF se goinfrent comme des porcs. Qu'ils sont dans les faits concrètement. Les seuls à profiter de cette hystérie climatique, calmez-vous, je vous explique tout, ce sont eux, pas vous. Mais vous, moujons fidèles, continuez de prier pour les lendemains plus verts, pendant qu'on vous pique votre retraite, que vous êtes unis par les liens sacrés du carottage jusqu'à ce que la mort vous sépare du travail. Personne ne remet en question le droit de chacun de vivre comme bon lui semble en absurdie. Mais il doit absolument se soumettre à cette règle absolue de foutre des drapeaux arc-en-ciel partout, tout le temps, même sur les paquets de chips et pendant les matchs de football. La religion de l'absurdie empêche les absurdes de comprendre qu'on est en train de siphonner leur oseille pendant qu'ils débattent des toilettes non genrées. Quelle bande de teubés, toi y compris. Oui, on est toujours en absurdie, tu es toujours ici, bouge tranquille. Et tout ça fonctionne, parce que la vraie victoire, c'est d'avoir transformé les Français en spectateurs de leur propre naufrage. D'ailleurs, et comme cher ami, on est en train de couler. On leur balance des polémiques sur l'islam à longueur de journée, et ils oublient que c'est eux qu'on dépouille. On les fait culpabiliser pour le climat, et ils applaudissent la taxe carbone. On leur met du LGBT dans les pubs pour lessive, et ils pensent qu'ils vivent dans une société progressiste, alors qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter une maison, ne rêvons pas de payer encore moins un loyer, et vivent en enchaînant les crédits à la consommation pour ne pas couler. 24% d'intérêt les crédits. Ça pique, mais c'est pas grave. C'est pour sauver le modèle social français qu'on vous déplume d'un argent qui dans les faits n'existe même pas. Si c'est pas la preuve qu'on est en absurdie, qu'est-ce que c'est d'autre? Alors on dit merci la banque. Too big to fail. Ne jamais l'oublier.
Et vous savez ce qui est le plus ironique, en plus d'être ici, c'est que tout ça n'est pas un complot. Non, absolument pas. Ce serait presque rassurant si c'était orchestré. Non, c'est pire, c'est un système qui tourne tout seul avec la complicité passive d'une population trop occupée à débattre de ce qu'on lui a agité sous le nez. Et tant qu'on continuera à gober ce cirque médiatique et politique, on pourra se féliciter d'une chose, être les champions du monde de la stupidité consentie. Bravo donc à nous et à vous en particulier, vous êtes toujours ici en absurdie. Mais évidemment, tout cela ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu un travail acharné, constant, afin d'obtenir un résultat aussi stupéfiant de débilité nationale. Car depuis des décennies, la télévision française, ce buffet à volonté de niaiserie servi sur un écran plat, diffuse une litanie de programmes si vides qu'ils pourraient être utilisés comme support pédagogique pour expliquer la notion de néant. Et qui se régale devant ces chefs-d'œuvre de vacuité? Un public fidèle, acharné, qui défend la télé comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Et tu fais partie de ces gens-là, cher ami. Les boomers. Et eux, ils ne zappent pas. Les boomers, héros des temps modernes, ont grandi avec la télé comme un membre de leur famille. Ils l'ont vu éclore, vaciller, puis sombrer dans l'ennui structuré. Et tu ne me diras pas le contraire, cher ami, et tu es toujours ici. Mais ils l'aiment toujours, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'elle leur parle, à eux et à personne d'autre. Le menu télévisuel pour boomers est savamment élaboré. On commence avec des séries débiles des années 80-90, au hasard Navarro, Les Cordiers jugés flics ou l'inénarrable Julie Lescaut. Les intrigues aussi complexes qu'un scénario de Luc Besson, des personnages stéréotypés au possible, et des punchlines écrites par des scénaristes attardés. Ces séries n'étaient pas seulement des produits culturels, elles étaient des anesthésiants mentaux livrés directement dans le salon, entre deux pubs pour l'anti-arthrose et pour remplir le temps de cerveau disponible des mouchons. Tu confirmes, cher ami? Oui, tu es toujours ici. C'est laid, n'est-ce pas? Comme Patrick Lelay, qui a affirmé qu'il était le VRP français de Coca-Cola. Vous savez, le poison américain en temps de disponibilité cérébrale. Un vrai bon patriote français, ce Patrick Lelay, qui nous a quittés ni trop tôt ni trop tard d'ailleurs. Qu'oncle Samuel et son âme. La télévision s'adresse donc aux boomers et uniquement à eux. Parce que c'est les seuls qui la regardent encore. Les jeunes sont sur YouTube à essayer de comprendre pourquoi les hamsters ne sont pas des oiseaux et qu'est-ce que ça fait de mettre les deux doigts dans la prise. J'ai envie de dire, eh ben essaie, tu verras bien, connard. Les trentenaires jonglent entre Netflix, les escape games, les sites de rencontres et les jeux vidéo. Les boomers, eux, sont toujours là, accrochés à leurs zapettes, comme si elles contenaient la réponse à tous leurs problèmes. D'ailleurs, cher ami, tu peux la poser, la télécommande, il n'y a pas de télé ici. Et devinez quoi, ce sont eux qui votent. Oui, eux, avec une assiduité de métronome. Ils se déplacent aux urnes en masse, par conviction ou par habitude. La télé les bichonne, les émissions politiques sont faites pour eux, avec des débats à leur image. Chiants, stériles, répétitifs, qui sentent la naphtaline, et parfaitement calibrés pour flatter leur ego sans les forcer à penser. Les boomers croient qu'on leur parle franchement, mais on les manipule avec la subtilité d'un Nicolas Sarkozy, qui nous parle d'indignité. Lui, le premier producteur mondial d'indignité. Je propose donc, pour récompenser leur assiduité télévisuelle, qu'à chaque pub visionnée par un boomer, on leur offre un paquet de slipads. Qui vote pour? Le drame, c'est qu'ils ne réalisent pas leur propre pouvoir. Ils sont les arbitres des élections, les piliers du système, et des bars aussi, et des faiseurs de présidents. Mais ironie du sort, ils passent leur temps à se faire lobotomiser par des programmes conçus pour ne rien changer. Ils râlent contre le monde qui part en vrille, tout en reconduisant au pouvoir ceux qui alimentent leur angoisse télévisuelle. Parce qu'au fond, la peur, ça les fait vibrer. Ça les aurait même fait bander s'il n'y avait pas eu de pénurie de Viagra. Donc... D'ailleurs, on en parle des pénuries, il y en a tout le temps, sur tout et n'importe quoi. C'est devenu la norme en France depuis quelques années. Liberté, égalité et pénurie, c'est la nouvelle devise. Sauf des pénuries de pénuries. Ça, on n'en manquera jamais, c'est pas prévu au programme, faut pas pousser Mimi Brichel dans les orties quand même. Les Français se plaignent de plus en plus, sont nostalgiques de l'époque du franc, et laissent entendre, à qui veut l'entendre, que c'était mieux avant. Les crapules qui coulent le pays les ont, pour une fois, écoutés, et ont donc décidé de vivre à l'heure des années 80. Et sur le modèle soviétique des pays de l'Est, au rythme des pénuries et des manques en tout genre, des files d'attente interminables et des arrestations arbitraires par la police de la pensée. On n'arrête pas le progrès, sauf en France, évidemment. Il est donc tout à fait logique que les boomers remplissent les urnes lors de chaque élection, en oubliant toutes les forfaitures et trahisons de ceux pour qui ils votent à nouveau. Et une fois passés de vie à trépas, ils remettent le couvert et remplissent eux-mêmes l'urne avec la cendre de ce qu'ils étaient. Et ne me dis pas le contraire, je sais que tu vas le faire, cher ami. Tout ça pour protéger la planète, parce qu'on leur a récité la leçon. Pour en arriver là, il a fallu les bercer pendant des décennies avec des émissions, des films, des séries et des débats débiles et vides. Mais bon, après tout, pourquoi s'inquiéter? Ce soir, il y a assez dans l'air. Suivi d'un reportage sur la reproduction des cafards en 2024, les boomers sont tranquilles. Le monde peut attendre et Israël peut continuer à massacrer des innocents. Cela leur va très bien, car Madame la télé leur a récité le prêt-à-penser et la meilleure façon de s'indigner. Ukraine, pas bien. Israël, bien. Et ils ont été élevés avec la promesse que les adultes savent mieux et que la télé ne ment jamais au grand jamais. Après tout, c'est bien PPDA qui leur parlait. Costume, cravate, il inspire le respect. Ils ont donc avalé les infos comme des aspirines sans jamais lire la notice. C'était l'âge d'or des jingles publicitaires qui disaient que fumer était bon pour la santé. Eh oui, ils ont osé. Ils ont fini par croire dur comme fer que leur monde était celui de la rationalité et de la raison, et que tuer des fœtus pour des raisons de confort était parfaitement acceptable. Puis sont venus leurs enfants, les fameux X, Y et Z, armés des Walkman, puis iPod et enfin de smartphones. Et ils ont juré de ne pas répéter les erreurs des boomers. Nous, on réfléchira. On remettra tout en question. Mais au lieu de contester les autorités, ils ont décidé de faire confiance à tout le monde. Une vidéo YouTube d'un type qui déballe des théories sur la Terre plate, ou un fil Twitter affirmant qu'Israël est la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est forcément vrai, parce qu'il a fait ses propres recherches.
Et là, la boucle est bouclée. Les boomers ont enfanté des rebelles d'opérette. Sceptiques envers les médias traditionnels, mais totalement crédules face à tout ce qui clignote sur leur écran. Un chanteur pop affirme que sa mère c'est aussi son père, ça se tient. Une influenceuse Instagram vous vend un coaching de vie personnalisé à 500 € la séance d'1 heure de 10 minutes. Fais pas chauffer, j'achète. Les boomers consommaient bêtement des informations prémâchées. Leurs descendants, eux, courent après l'information et la distraction comme des HPI qu'ils sont tous devenus pour cacher la débilité qui les frappe tous. Sauf que ces informations, ce sont souvent des théories fumeuses, des fake news, de réelles fake news cette fois-ci, et des opinions livrées par des journalistes qui confondent systématiquement opinion et expertise. Prenons un moment pour parler de cette étrange fascination qu'ont les jeunes générations pour les célébrités. Je sais que tu ne veux pas, mais nous prenons le temps quand même. Acteurs, chanteurs, influenceurs, peu importe leur domaine d'expertise, souvent inexistant, leur parole est devenue sacrée. Que ce soit un rappeur qui vous explique la politique monétaire, ou une starlette de télé-réalité qui prétend avoir découvert la vérité cachée sur la moumoute à Macron, ils attirent une ferveur quasi religieuse. Leur diplôme? Une armée d'abonnés et une peau impeccable grâce à un filtre Snapchat. Cette crédulité envers les stars n'est que la version modernisée du culte des médias que les boomers ont inauguré. À l'époque, on buvait les paroles des politiques et des présidents. Aujourd'hui, ce sont Kim Kardashian et MrBeast qui dictent l'ère du temps. Même processus, même résultat. Une génération trop paresseuse pour vérifier, trop distraite pour réfléchir. Alors qui blâmer? Les boomers pour avoir semé la première graine de la stupidité de masse? Leurs enfants pour avoir fertilisé le terrain avec leur obsession pour le numérique? Ou leurs petits-enfants pour avoir transformé cette stupidité en un véritable art de vivre où la désinformation est un sport national? Difficile de choisir, toujours est-il que le constat est violent. Une société où tout le monde a accès à l'information, mais où personne ne sait quoi en faire. Une société où les outils les plus puissants jamais créés pour éduquer l'humanité servent principalement à partager des mèmes de chats, de la pornographie et des vidéos qui affirment que l'univers a été créé par un extraterrestre hydrocéphale en rut. Chut, oui, c'est prouvé, c'est prouvé. Et si les boomers ont produit des générations qui leur ressemblent, mais en pire, il y a peu de chances que cette tendance s'inverse. C'est même quasiment impossible. Les petits-enfants risquent de faire encore mieux. Équipés d'IA conversationnels et d'assistants virtuels capables de répéter leurs erreurs à la vitesse de la lumière, ils pousseront l'absurde à des niveaux qu'on n'ose même pas imaginer. Dans ce futur, ils riront peut-être de nous, comme nous rions d'idiocratie. Mais souvenez-vous, chaque génération pense que la suivante est plus stupide, et chaque génération finit par prouver qu'elle avait raison. Et si je vous disais que tout ça n'était pas une simple dérive, mais un plan? Oui, un plan, savamment orchestré, millimétré, conçu pour que la débilité devienne la norme acceptée, voire célébrée. Vous pensez peut-être que la montée de l'absurde est une conséquence naturelle d'un laisser-aller général? Détrompez-vous, c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de manipulation. Mais revenons à l'absurdie et à idiocratie. Ces deux univers, à première vue loufoques, partagent une particularité. Ils sont le fruit d'une progression insidieuse, invisible pour ceux qui la vivent. En absurdie, la stupidité s'est infiltrée comme un virus bénin. D'abord sous forme de petites incohérences anodines, des lois absurdes ici, des décisions illogiques là, jusqu'à ce qu'elles deviennent une fondation inébranlable. Dans Idiocratie, ce sont la génétique et la culture qui font le travail. La glorification de la bêtise et la reproduction exponentielle des moins équipés ont rendu l'intelligence minoritaire. Mais le mécanisme est le même, une érosion lente, une normalisation méthodique de l'absurde. Le plan a commencé en douceur. Petit à petit, on a glorifié l'idiotie dans les médias. Les héros de la pop culture ne sont plus les figures sages ou courageuses, mais des crétins attachants qui triomphent grâce à leur maladresse. C'est drôle, c'est léger et c'est contagieux. Quand tout devient une blague, rien n'est vraiment important. Et quand rien n'est important, qui a le temps de réfléchir aux choses sérieuses? L'absurde au départ était un refuge, une façon de se moquer des injustices du monde. Mais doucement, sans qu'on s'en aperçoive, il a cessé d'être une critique pour devenir une fin en soi. Plus besoin de s'opposer, de réfléchir, de résister. L'ironie suffisait. Pendant que nous rions de notre propre absurdité, elle s'installait confortablement au pouvoir. Une fois que la débilité devient acceptable, la prochaine étape est de la rendre désirable. Si tout est absurde, plus rien n'a de sens, alors pourquoi se battre? Pourquoi protester contre l'injustice quand on ne sait même plus ce que le mot justice signifie? Dans ce futur, la phrase « chacun fait ce qu'il veut de son corps » aura atteint son apogée. Les relations sexuelles avec tout ce qui bouge, ou ne bouge pas d'ailleurs, seront perçues comme une preuve ultime de tolérance. Un adulte en relation avec un enfant, on dira que l'amour n'a pas d'âge. Avec un animal, c'est naturel, les anciens peuples vivaient en harmonie avec les bêtes, et bien sûr les défenseurs de ces pratiques auront un argument massu. Mais qui êtes-vous pour juger? Vous mangez des nuggets de poulet, bande d'abrutis, alors arrêtez tout, irréfutable. L'euthanasie deviendra une simple formalité administrative, un peu comme renouveler son passeport. Vous êtes fatigué de votre vie? Allez hop, une signature et direction le service repos éternel. L'État, toujours soucieux d'améliorer ses statistiques de bonheur, proposera même des primes aux familles endeuillées. Un décès, une télé 4K offerte. Parce que, pourquoi pas? Un slogan national pourrait même émerger. Mourir, c'est vivre mieux. Les jeunes générations n'y verront aucun problème, surtout si cela signifie hériter plus vite. L'État non plus, puisque cela signifie taxer encore plus. Dans les écoles, les enfants apprendront à programmer leur propre fin de vie comme une application mobile avec des options comme mode feu d'artifice ou éco-friendly. Le changement de sexe sera aussi courant que changer de coiffure. Une mauvaise journée, passer homme pour le week-end. Une dispute,
Pourquoi ne pas explorer les 127 autres genres disponibles? Les enfants, eux, seront encouragés à choisir leur identité dès la maternelle. À 5 ans, certains sont déjà non-binaires, fluides et astralement connectés, même s'ils ne savent pas encore attacher leurs lacets. Et gare à celui qui osera questionner ce nouveau dogme. Oui, gare à lui. Dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme serait considéré comme un discours haineux. On vous enfermera dans une salle de rééducation où des influenceurs TikTok vous expliqueront pourquoi les pronoms IL, ZEI et GLORF sont essentiels à la survie de l'humanité. Le dérèglement climatique deviendra une religion avec ses prêtres, les influenceurs verts, ses péchés, avoir pris un bain, oh mon Dieu, et ses indulgences, acheter des crédits carbone, mais en crypto. Peu importe que la planète se régule elle-même depuis des milliards d'années, la science sera jugée trop complexe et la peur plus rentable. Les multinationales toujours opportunistes en profiteront pour vendre des solutions éco-responsables absurdes. Au choix des pailles en bambou individuelles pour chaque goutte d'eau, des filtres à air personnels à porter sur le nez et des applis pour calculer l'empreinte carbone de votre respiration ou l'empreinte de ma chaussure sur la face d'un écolo. C'est selon votre soumission. Pendant ce temps, les élites continueront à survoler le monde en jet privé, mais rassurez-vous, chers amis, elles planteront un arbre dans le cloud après chaque vol. La théorie de l'évolution, quant à elle, atteindra de nouveaux sommets de ridicule. On enseignera dans les écoles que nos ancêtres les cafards étaient des microbes qui ont décidé un beau jour de devenir des poissons, puis des singes, puis des humains, puis des travelots non genrés, puis des baltringues métrosexuels avant de devenir des Jordan Bardella. Pourquoi ? Parce qu'ils se faisaient yesh, bien sûr. Une explication à la fois simple et parfaitement absurde, mais qui sera acceptée avec enthousiasme par une population trop occupée à regarder des vidéos d'Éric Zemmour, l'Algérien, parler de sa France et de ses racines, ou à lâcher 200 € sur OnlyFans pour mater une michetonneuse américaine se mettre à poil en citant votre prénom. Oui, cher ami, tu es ici et tu le feras. Les scientifiques, eux, expliqueront que cette évolution était inévitable grâce à une série de hasards miraculeux, un peu comme gagner 15 fois de suite au loto alors même que vous n'y avez jamais joué, et si vous osez demander des preuves concrètes, on vous répondra avec un sourire condescendant « Tu peux pas comprendre, c'est la science ». Et maintenant, où sommes-nous? Au fond. Pas un fond symbolique, mais un fond bien réel, dense et poisseux, où la stupidité a atteint des abysses jamais explorés. Nous vivons le point terminal d'une humanité qui, dans sa quête d'une commodité toujours plus grande, a jeté par-dessus bord son esprit critique, sa capacité à douter et à questionner. Les derniers soubresauts d'intelligence sont enterrés sous des tonnes de likes et de swipes. Et le pire dans tout ça, on s'en bat les reins, car un individu anesthésié par le vide n'est pas un danger, c'est une ressource. Ce que nous ne comprenons pas, ou refusons de comprendre, c'est que nous vivons déjà dans ce futur dystopique qu'Idiocratie décrivait comme une blague. La différence, là-bas c'était du cinéma. Ici c'est notre quotidien, et pire encore, nous sommes trop stupides pour le réaliser. Le terminal est atteint, le dernier arrêt sur la ligne de l'évolution. C'est ici. C'est là toute la beauté du piège. La victime n'a même pas conscience qu'elle est piégée. Pire, elle applaudit, elle demande plus. Le dernier instant de l'humanité, c'est un éclat de rire idiot devant une vidéo virale. Et après, il ne reste rien. Pas de renaissance, pas de révolution, juste une certitude. Nous sommes descendus trop bas et la gravité de notre bêtise nous interdit de remonter. Alors on continue, on avance dans l'oubli de ce que nous étions et dans l'incapacité totale de rêver à ce que nous aurions pu être. Nous voilà à la croisée des chemins. Quand on a accepté que la stupidité peut s'épanouir sans limite et que l'absurde peut devenir une fondation solide pour des systèmes entiers, pourquoi s'arrêter là? Si l'humanité a pu croire à des champs arrosés de Gatorade, elle peut aussi avaler une théorie encore plus farfelue. Imaginez un instant. Un jour, la Terre entière reçoit un message d'alerte sur son smartphone. Attention, invasion extraterrestre en cours. Et là, pas de suspense. Les experts nous rassurent. Ils ne sont pas là pour détruire la planète, mais attention, ils pourraient le faire si nous ne réagissons pas intelligemment. C'est là qu'on rigole parce que l'intelligence c'est un peu le point faible du moment. Panique générale. Les politiciens se bousculent pour prendre la parole, mais ils ne savent absolument pas quoi dire. Alors ils font la seule chose qu'ils savent faire, lire la feuille de route qu'on leur tendra. Nous devons nous unir. Mais cette fois-ci, ils parlent d'un vrai gouvernement mondial. Une autorité unique, unifiée, centralisée, avec un logo bien flashy pour calmer tout le monde. Et devinez quoi? Ça marche. Parce que face à une invasion extraterrestre bien ancrée dans les esprits grâce à Hollywood, personne ne demande de preuves. Seulement un bon slogan et des images flippantes. Sous l'égide de qui? C'est là qu'entre en scène l'homme providentiel. Un personnage énigmatique qui surgit de nulle part. Ce personnage est trop parfait pour être honnête. Il a le charisme d'un acteur hollywoodien, la sagesse d'un moine tibétain et l'assurance d'un coach de vie sur Instagram. Il parle toutes les langues, comprend toutes les cultures et arrive à convaincre tout le monde, littéralement tout le monde, qu'il est l'homme de la situation. Et où décide-t-il de poser ses valises? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est symbolique. C'est beau, ça brille de 4000 ans d'histoire, et surtout ça fait vibrer les foules. Imaginez-le sur l'esplanade, devant une foule en délire, prêchant l'unité et la fraternité, les caméras du monde entier braquées sur lui. Derrière lui, c'est un no man's land, Gaza, la Cisjordanie, n'existe plus. Tout le monde est fasciné. Et l'homme commence à gouverner le monde depuis Jérusalem, comme s'il avait toujours été destiné à ça. Ce leader mondial ressemble étrangement à un certain Jésus de Nazareth. Oui, le Jésus, celui des vitraux, des églises et des cartes postales pieuses. Même barbe, même regard pénétrant, même aura. Mais surprise, ce Jésus 2.0 n'a rien à voir avec le christianisme. Pas un mot sur le pardonnez vos ennemis, ou aimez-vous les uns les autres. Non, lui, il est plutôt fan de la Torah et du nationalisme israélien. Parce que dans ce cirque géant où l'absurde règne en maître, plus rien ne choque.
Ça ne fait qu'ajouter une couche de confusion à un scénario déjà complètement surréaliste. Les chrétiens du monde entier sont déconcertés, les théologiens perdent leurs cheveux à force de débattre, et les masses, elles s'en battent les reins, parce que ce nouveau Jésus il est cool, charismatique, et surtout il a promis la paix, le bonheur et la gamelle en abondance à ceux qui le suivront. On est là en train d'applaudir un leader mondial qui a réuni l'humanité sous une bannière d'unité fabriquée sur la base d'une invasion extraterrestre jamais vraiment prouvée, le tout orchestré depuis un temple reconstruit sur une montagne de cadavres palestiniens. Et personne ne se pose de questions parce que poser des questions c'est compliqué, à défaut d'être antisémite. Ce qui est fascinant et terrifiant dans tout ça, c'est que ce scénario grotesque pourrait arriver. Pas parce que c'est plausible, mais parce que l'humanité dans son état actuel est prête à tout avaler. Une menace invisible, un sauveur impeccable et hop, la logique s'efface, l'absurde triomphe. La grande ironie, c'est que l'absurde, en se normalisant, a perdu son pouvoir de contestation. Avant, il fallait rire pour mieux dénoncer. Aujourd'hui, il fait rire pour mieux endormir. Alors que faire? Peut-être commencer par refuser cette normalisation, se rappeler qu'on n'a qu'une seule vie et qu'elle nous appartient, reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on valorise, réapprendre à poser des questions même si elles dérangent. Rappeler que la logique, la réflexion et le bon sens ne sont pas des ennemis, mais des armes pour reprendre le pied dans un monde qui sombre dans l'absurde voulu. Soyons absurdes, mais pas stupides. Et rions, mais restons éveillés. Car, comme le dit un proverbe absurdien, celui qui dort dans l'absurde se réveille enchaîné à la stupidité.